c'est quoi aujourd'hui ton plus grand constat? Aujourd'hui, c'est quoi ton travail au quotidien? Quels sont je vais dire, est-ce qu'on dit des pathologies? On peut parler de pathologie, Ouais. des troubles, pathologie. C'est quoi les pathologies les plus récurrentes que tu traites aujourd'hui? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui nous parle beaucoup? Aujourd'hui, en 2025. Oui, en 2025. Parce que là, tu as plus d'une dizaine d'années d'expérience. Parce que oui, tu as ton cabinet depuis 2019, mais tu as de l'expérience avant. Tu as une dizaine d'années d'expérience sur le terrain ici à Dakar. Il y a quelque chose qui est très intéressant que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir parler 3 langues. Tu vois, je trouve que effectivement, est-ce que, tu vois, même dans les langues, parce que y a-t-il des différences de pathologie chez des enfants qui ne parlent que français que des enfants qui parlent peut-être plusieurs langues? Tu vois, là, mon cerveau est en train de chauffer de tous les côtés, mais aujourd'hui, on parle aussi, tu vois, beaucoup du sujet des enfants face aux écrans. Et pour moi, c'était le gros centre de notre discussion. Tu vois, donc c'est ça. C'est un petit peu, quel est le bilan que tu fais aujourd'hui de ces dizaines d'années ici au Sénégal? Qu'est-ce que tu vois, les récurrences que tu vois? Et on va rentrer un petit peu dans tout ça, quoi. Je vais introduire la chose de cette façon. La reconnaissance on va commencer par là. Je vais parler d'abord de la reconnaissance de l'orthophonie. C'est une profession qui est jeune. D'accord ? C'est une profession qui est encore très, très jeune. Les gens s'intéressent au métier aujourd'hui. Tout à l'heure, j'expliquais que le besoin existait déjà avant, mais on ne s'en rendait pas nécessairement compte. J'ai eu des parents qui ont eu à me dire, ou à me faire gentiment la remarque, mais vous savez, c'est à la mode aujourd'hui. Ok. Non, c'est pas que c'est à la mode, c'est juste que nous sommes aujourd'hui en mesure de remarquer, de relever, de diagnostiquer des choses qu'on ne connaissait pas avant. Mais quand tu dis que c'est jeune, tu dirais que l'orthophonie, c'est reconnu depuis combien d'années? Moi, j'ai envie de te dire, le premier orthophoniste ici, c'est la première trace d'orthophoniste au Sénégal, début des années 90. D'accord. Alors que peut-être dans des pays européens, c'est depuis combien d'années que tu dirais? C'était pas beaucoup plus. Non. Ouais, c'est à peu près les mêmes périodes. On dirait ça. Ouais, d'accord. Les années 80, si tu veux. D'accord. Donc c'est un métier, je dirais, qui est très jeune. Qui a moins d'une trentaine d'années, à peu près. On est en 2025, 90. Un peu plus, à peine. Ouais, quelque chose comme ça. Okay. C'est pas quelque chose de. Alors après, bon, voilà, je vois le débat arriver. Oui, mais non, c'est 50 ans, c'est 60 ans. Non, on parle de globalement. Globalement, c'est pas assez. Dans les années 90, c'était pas spécialement connu, ça, au Sénégal. D'accord. Mais là, on est en 2025. Même dans les années 2000, on parlait d'orthophonistes. Il y en avait combien ici? D'accord. Les gens qui étaient orthophonistes, qui exerçaient, ils avaient combien de patients sur une population de combien de personnes au Sénégal qui connaissaient cette pratique, qui connaissaient cette profession? Pas grand monde. C'est une profession que les gens connaissent parce qu'ils en ont besoin. Si tu n'en as pas besoin, la réalité est que tu ne connais pas. Oui, si tu n'en as pas besoin, tu ne vas pas aller chercher. Tu ne vas pas chercher, voilà. Donc aujourd'hui, la chose qui change, c'est que on essaie de faire un peu plus de prévention, on essaie d'en parler plus, parce qu'en réalité, on a la possibilité, grâce à la prévention et à la sensibilisation, de prendre en charge certaines choses, certains troubles, avant qu'ils ne soient, je ne vais pas dire avant qu'ils ne soient trop tard, mais avant que ces troubles soient pesants dans le quotidien. C'est ça, en fait. Ouais. Alors, donc pour moi, ça, c'est la première chose. Donc, le rapport de l'orthophonie à la population. Il y a autre chose aussi qui est important, au Sénégal comme en Afrique, on va le dire comme c'est pas la peine de faire semblant. Pour beaucoup de personnes, jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc de blanc, l'orthophonie. Ouais. Pour beaucoup de gens, les troubles dont on parle, non, c'est ton enfant, il est juste mal élevé. Non. L'éducation a un rôle à jouer, mais très souvent, on parle de l'éducation des enfants. On ne parle pas de l'éducation des parents. L'éducation des parents en fait partie aussi. Et c'est un sujet intéressant aussi. Mais ces choses-là font aujourd'hui que, en tout cas, les deux choses que je viens de citer, le lien entre les personnes, le fait que les personnes pensent que c'est quelque chose qui vient de l'Occident, qui ne concerne que les Blancs, et le fait que ce soit pas spécialement connu, déjà ces deux critères, mais ces deux valeurs-là font que la manière dont on va pratiquer l'orthophonie ici est très différente de ce qui se fait en Europe. Ouais.
Bah, c'est comme j'imagine des psychologues ici. Exactement. Des psychologues, on va dire, c'est pour les blancs. On va pas aller voir un psychologue. Pourquoi on va aller voir... Alors que oui, Ouais. tout le monde en a besoin. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est un truc que je veux aussi peut-être corriger dans ma manière de parler un petit peu de l'orthophonie depuis tout à l'heure. C'est aussi, parce que tu as dit quelque chose de très important, ce n'est pas que pour les enfants. Non. Parce que tu as dit, il y a des gens qui ont eu peut-être un arrêt cardiaque, un AVC, peuvent avoir des difficultés après à parler. Et donc, tu fais de la rééducation aussi pour ces gens-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de comprendre, c'est ça. Quelles sont les... Je vais pas dire les... Ouais, c'est ça, les pathologies, les choses de ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Moi, personnellement, je vais recevoir beaucoup d'enfants pour des troubles du langage oral, les retards de langage ou de parole, pour des troubles de l'articulation, pour ce qu'on appelle les troubles myofonctionnels. Donc, c'est tout ce qui est positionnement de la langue, déglutition, ce genre de choses. Je vais avoir des patients AVC, donc qui sont en train de remonter la pente après un événement aussi dur que l'AVC. On va avoir au niveau du cabinet du traitement, de la prise en charge des troubles autistiques. Et quoi d'autre encore que je vais pas oublier quelque chose. Et du bégaiement, bien entendu, il y a du bégaiement aussi. Alors ça, on le fait pas nécessairement, moi j'en fais pas beaucoup, mais chez les nourrissons, tu as aussi un suivi qui peut exister après la période néonate, en fait. Ok. Pour tout ce qui est trouble de la succion, par exemple, pour s'assurer que le nourrisson peut-être correctement, ce genre de choses. D'accord. Ça compte aussi. Donc on ne s'occupe pas que d'une catégorie d'âge. Et c'est pas que la parole. Parce que comme tu parles des nourrissons ou de la succion, c'est pas que la parole. Parce que ça, beaucoup de gens vont penser que l'orthophonie, c'est juste la parole. C'est juste la parole. Non, ça peut toucher à la déglutition, par exemple. Donc tout à l'heure, je parlais de la déglutition chez les adultes, mais quand on parle des troubles de la succion, chez le nourrisson, c'est l'alimentation aussi. Ok. Donc on s'en occupe aussi. D'accord. Et moi, la question aussi que je voulais te poser, c'est parce que tu commences à pratiquer avant 2020, avant Covid. Oui. J'imagine que pour votre profession, parce que c'est un des sujets, c'est comme je dis, je le répète, c'est le sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est savoir, parce qu'on parle beaucoup de ça depuis quelques années, les enfants face aux écrans. J'imagine inconsciemment que entre avant Covid et cette année où les gens restent enfermés, et encore, bon, je veux dire, nous au Sénégal, on n'a pas vécu ça comme les autres pays, mais est-ce que tu vois un avant et après Covid dans ton cabinet? Absolument. Et c'est quoi le avant et c'est quoi le après? Je vais aller même plus loin. Au moment où le Covid arrive, avec certains collègues, on a la discussion. Tout le monde n'est pas d'accord, mais on a cette discussion. Déjà? Oui. Vous le savez que vous devez anticiper qu'il va se passer quelque chose? En fait, anticiper, je sais pas comment tu anticipes, mais en tout cas, tu te dis qu'il y a des chances que quelque chose arrive. Ouais. De différent. Ouais. Quand on se fait cette remarque, en fait, ça part d'un constat très simple. Comme je disais tout à l'heure, la société évolue. Nos modes de consommation évoluent et les troubles évoluent. À partir du moment où les troubles évoluent, les diagnostics et la rééducation évoluent. Ouais. Et si, en tant que thérapeute, en tant que professionnel, on n'est pas en phase avec ces évolutions, on ne peut pas suivre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donner un exemple très concret concernant l'avant-après Covid. Quand on parle d'avant-après Covid, on ne va pas faire semblant, on ne va pas teaser plus longtemps, mais on parle souvent des écrans. Oui. Parce que là où on observe un impact des écrans qui ont été beaucoup plus utilisés dans la période du Covid, du fait de la structuration des familles, du fait du mode de fonctionnement des couples et des familles, on a un impact sur la parole. Donc, en réalité, les enfants qui sont nés dans cette période du Covid et qui arrivent, donc, on va dire 2020, qui arrivent en 2020, fin 2021, enfin, je vais même dire 2022, 2020, entre 2022 et 2023, sont les enfants qui sont en âge de parler. Et on se rend compte à ce moment-là que ces enfants présentent de plus en plus des signes de retard de langage. D'accord. Ok. Mais ce qui est intéressant, ou en tout cas ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas, en tout cas moi c'est mon sentiment,
ce n'est pas un retard de langage comme on l'a vu avant. Ok. Le retard de langage qu'on observe est un retard de langage qui présente, dans beaucoup de situations, des aspects, des ressemblances avec un tableau autistique. D'accord. L'erreur qu'on peut tous commettre à ce moment-là, c'est de penser que ces enfants sont juste autistes. Ok. Alors, pour le grand public, parce que tu veux dire que nous, on a besoin de comprendre. C'est-à-dire qu'avant, un enfant qui venait te voir avant le Covid, qui avait des troubles de langage, comment tu te discernes qu'il a des troubles de langage? Quels sont les marqueurs, les marqueurs pour qu'un parent sache qu'il a un trouble de langage? Ça peut être alors ça peut être déjà un retard ou ça peut être un trouble, c'est deux choses différentes. Tu as une évolution, une évolution chronologique, donc de 0 à 2 ans, de 0 à 1 an, enfin de 0 à quelques mois, il y a quelque chose. À partir d'un certain âge, en termes de mois, l'enfant il va gazouiller, ensuite il va commencer à faire des syllabes, et ensuite il va commencer à essayer de prononcer des mots, et puis petit à petit il va te présenter des productions qui ont une structure de phrase, même si ce ne sont pas des phrases complètes. D'accord. Mais avec des mots qui sont construits mais qui ne sont pas bien articulés ou produits correctement, et petit à petit ça change et autres. D'accord. Là où nous, on arrive à faire ce discernement et à poser un diagnostic, c'est à travers la pratique de ce qu'on appelle le bilan orthophonique. Donc, on reçoit un parent, c'est la première chose qu'on fait. On reçoit un patient en général, on fait un bilan orthophonique. Le principe du bilan orthophonique, c'est de faire un état des lieux de ce qu'on observe par rapport au stade développemental du patient. D'accord. Donc, l'enfant que j'ai devant moi à tel âge, je sais qu'il est censé se situer à tel niveau. D'accord. Il est ici, il est là, et là, on a une idée. D'accord. Est-ce qu'il est dans la moyenne ? Est-ce qu'il est dans la moyenne positive, négative ? Est-ce qu'il est légèrement en dessous ? Est-ce que c'est faible ? Est-ce que c'est déficitaire ? Et à partir du moment où c'est déficitaire, c'est chiffré tout ça, c'est avec des écarts types, c'est avec des tests métrés. À partir du moment où on est dans la déficience, on est dans le trouble. D'accord. Donc c'est là qu'on va faire la différence entre le retard simple ou léger, et le trouble. D'accord. Mais quelle est la différence entre ce que vous voyez là et ce qui fait que là, on approche de troubles comme tu as dit, à caractère autistique, c'est ça? Comme tu l'as dit? Tu vas avoir, par exemple, des enfants qui vont présenter des retards de langage. Donc, on parle des enfants qui sont exposés aux écrans. Tu vas avoir des enfants qui vont présenter un retard de langage, mais tu auras aussi une espèce de composante, je ne sais pas si je peux dire comportementale, mais tu vas avoir des enfants qui vont criser, par exemple, quand tu vas éteindre la télé. Tu vas avoir des enfants qui, quand je parlais du tableau clinique de l'autisme, je ne vais pas citer tous les traits, mais des enfants qui ne vont pas te regarder dans les yeux, des enfants qui ne vont pas répondre quand tu les appelleras, des enfants qui vont être dans leur bulle, qui ne vont pas parler, alors que les parents vont t'expliquer, et ça, en fait, même au téléphone, on le détecte quand les parents appellent pour prendre le rendez-vous. Le parent va te dire, c'est bien que je le dise comme ça d'ailleurs, le parent va t'appeler en te disant « Je ne comprends pas, mon enfant, il a un retard de langage, il parle pas, mais par contre, il connaît tout l'alphabet, il sait compter en russe, il connaît tous les épisodes de Dora l'exploratrice, il connaît toutes ses chansons. Quand il y a des chansons, il les répète. Et moi, en fait, sur ces éléments-là, je me dis, mais en fait, je suis en présence d'un parent qui est en train de m'expliquer que son enfant reproduit ce qu'il regarde. C'est tout. Le OV Show.